Accent d'Europe, Laurent Berthoud. Bonjour à tous. Depuis le début de l'année en Cisjordanie, Israël a détruit une centaine de structures d'urgence financées par l'Union européenne, soit 3 fois plus que sur l'ensemble de l'année 2015. C'est la haute représentante pour les affaires étrangères de l'Union européenne, Federica Mogherini, qui a donné l'alerte il y a quelques semaines. Ces destructions d'aide humanitaire suscitent la colère des ONG qui reçoivent des fonds de l'Union et qui demandent que Bruxelles intervienne. Nicolas Repère s'est rendu dans plusieurs villages palestiniens concernés par ces destructions, des destructions justifiées par Israël. Hamzé Moussa n'a que 14 ans, mais ce jeune Palestinien marche tous les jours environ 20 km aller-retour pour aller à l'école. Nous sommes dans le village bédouin d'Abou Nouar, à l'est de Jérusalem. Le 20 février dernier, les bulldozers israéliens ont détruit l'école en construction, ainsi que des latrines financées par l'Union européenne. Une décision qui révolte Abou Imad, le chef de cette communauté de Bédouins. Ce n'est pas la première fois que des destructions ont lieu dans notre village. Cela fait 10 ans qu'on est sous pression. Mais l'an dernier, on a vu une accélération de ces destructions. La dernière fois, c'était l'école. On a vraiment été surpris que les Israéliens n'hésitent pas à détruire cette école financée par l'Europe. On pensait être protégés, mais ils sont venus en 24 heures. Les Bédouins tentent de résister, mais pour eux, le message est clair. Les Israéliens veulent leur faire quitter cette zone afin d'agrandir la colonie située juste en contrebas. Du côté des ONG qui installent ces écoles, ces maisons en préfabriqué ou ces enclos pour les animaux, la colère gronde. Elles ont protesté jusqu'à Bruxelles pour tenter d'empêcher la répétition de ces destructions. Camilla Corradine, je travaille avec IWASH, qui est une coalition d'organisations locales et internationales qui travaillent sur l'eau en Palestine. Plusieurs des organisations qui sont membres de notre coalition ont subi des démolitions, confiscations ou dommages aux structures qu'ils ont financées. Et quelles sont les conséquences pour les populations ? Alors évidemment, la situation de l'eau en Palestine en général, d'autant plus en zone C, est déjà très compliquée. Les démolitions viennent se rajouter à cette situation de manque d'accès à l'eau. Les autorités israéliennes justifient, elles, ces destructions effectuées dans la zone C de la Cisjordanie, une zone sous contrôle israélien. Emmanuel Narshon est le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. C'est très simple, on ne peut pas construire sans permis. Imaginez un instant que je débarquais à Paris ou à Bruxelles en disant je vais construire une structure humanitaire, mais je vous demande même pas la permission, vous pouvez être sûr que ça serait détruit sur le champ. Eh bien ce qui se passe, c'est la même chose, c'est que nous disons de manière très très simple, il faut respecter aussi la loi. C'est la raison pour laquelle les structures qui ont été construites de manière illégale sont détruites et qu'il faut agir de concert avec les autorités israélienne. En tant que puissance occupante, c'est pourtant Israël qui devrait intervenir pour aider ces populations dans le besoin et isolées. La zone C, qui représente environ 60% de la Cisjordanie, fait partie du territoire palestinien selon le droit international. Ce que rappelait Rami Hamdallah, le Premier ministre palestinien, en visite dans le village de Kirbet Tana, menacé par Israël. Ici, les forces israéliennes n'ont pas hésité à détruire une école, ainsi que les tentes des habitants. Rien que depuis le début de l'année, il y a eu 4 destructions. Nous disons aux Israéliens, nous reconstruirons autant de fois qu'il le faut. Nous sommes ici, chez nous. Journaliste palestinien, fin connaisseur du milieu des ONG, Fadi Harouri pense, lui, que l'Union européenne n'a pas d'autre choix que de durcir le ton envers Israël. J'espère que l'Union européenne va réclamer des compensations financières à Israël. C'est la première des choses qu'ils peuvent faire. La réponse européenne doit être politique. Il faut protéger ces structures humanitaires en zone C. Sinon, la situation va continuer comme aujourd'hui. Les Palestiniens seront déplacés. La Cisjordanie continue à être colonisée par Israël et à chaque fois que des démolitions auront lieu, on verra les colonies s'agrandir un peu plus. L'Union européenne et le gouvernement israélien sont en discussion pour tenter de trouver une solution. Les compensations demandées à Israël pour la destruction de structures financées par l'UE ont été évoquées par Federica Mogherini lors d'une discussion au Parlement européen le 10 mai dernier. Cette procédure ne sera utilisée que si aucun accord n'est trouvé, affirme la haute représentante de l'Union européenne. Sono nata dove la pioggia porta ancora il profumo del Libano, una terra là dove il cemento ancora non strangola il sole, tutti
Elle porte un nez rouge, des coiffures étranges et des vêtements de toutes les couleurs. Valeria Safo fait partie de l'association Terraferma Clown, Clown sans frontières. Avec d'autres bénévoles, c'est dans les camps de migrants dispersés aux quatre coins de l'Europe qu'elle se rend pour redonner le sourire aux enfants. Cécile Debarge l'a rencontrée lors de son passage à Palerme. C'est à son regard rieur et pétillant que l'on devine que Valeria Safo n'a jamais perdu son âme d'enfant. Depuis 3 ans, cette palermitaine de 38 ans a pris l'habitude d'endosser son costume de clown dans des endroits où personne ne l'attend. L'histoire commence après le naufrage du 3 octobre 2013 à Lampedusa. 376 migrants meurent au large des côtes de la petite île sicilienne. De manière complètement spontanée, un groupe s'est créé grâce à Internet et on s'est tous retrouvés à Lampedusa pour rendre hommage aux migrants après la tragédie qui avait eu lieu. 14 clowns arrivent des 4 coins de l'Italie, Rome, Bari, Bergame, Palerme. Pendant plusieurs jours, ils jouent avec les enfants, migrants et Lampedusains. On essaie d'apporter joie, amour et bonne humeur là où il y en a besoin. Pas seulement aux migrants d'ailleurs, mais aussi à toutes les personnes qui leur portent assistance pour les accueillir. Chaque fois qu'ils le peuvent, ces clowns humanitaires rassemblent toutes leurs économies et de manière complètement autofinancée, ils partent là où le devoir les appelle. Moi, je travaille comme éducatrice pour une petite fille. Marco est animateur dans une agence ici à Palerme et Roberta travaille dans une banque. Donc on peut prendre 2-3 jours à chaque fois, mais pas plus. Au mois de février, un appel les fait venir jusque Grande-Synthe, dans le nord de la France. Malgré la boue, le froid, les conditions sanitaires abominables, en quelques minutes, leur présence dans le camp attire la curiosité des enfants. Il faut savoir que le nez rouge est magique, que ce soit avec les enfants ou les adultes. Quand on arrivait dans les camps, on nous demandait rien. Les gens nous voient habillés aux couleurs de l'arc-en-ciel avec le nez rouge et immédiatement les enfants nous sautent dessus pour jouer. C'est comme s'il n'y avait aucune barrière. Quelques mois plus tard, ils prennent le chemin de la Grèce et découvrent une réalité que les mots peinent à décrire. Le premier camp où nous sommes allés, je n'exagère pas, il y avait au moins 300 enfants, sans prendre en compte les adultes. Ils nous grimpaient dessus, ils nous ont pris tout ce qu'on avait sur nous. Ils étaient complètement affamés de jeux, affamés de vie, de regards, de sourires. C'était dramatique à voir. Très vite, les enfants commencent à se disputer pour un bonbon ou un ballon. Le petit groupe de clowns bat en retraite et décide de revenir sans rien. Juste eux, leur nez rouge et leur envie de faire oublier aux habitants du camp l'espace d'un instant l'horreur de l'endroit où ils se trouvent. En marchant à l'intérieur du camp, les enfants nous voient et petit à petit ils nous suivent. Nous, on continue d'avancer et on chante. Tout doucement, on commence à former une sorte de caravane. Imagine, nous sommes 8 clowns, chacun d'entre nous avec au moins une vingtaine d'enfants qui le suit. Et on chante tout simplement. On fait des bulles de savon. Moi, j'ai de faux ciseaux avec lesquels je fais semblant de couper les cheveux aux enfants. Pourtant habituée aux arrivées de bateaux de migrants à Palerme, au camp de Calais, de Grande-Synthe, au centre d'accueil sicilien, Valeria garde un souvenir terrible de ces camps grecs remplis d'enfants, de familles, de grands-parents et de bébés. Je suis forte, dit-elle, et il est hors de question de me laisser submerger par l'émotion quand je fais le clown. C'était jusqu'à son arrivée au camp d'Idomeni, à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. D'un coup sont arrivés le vent, le froid et la grêle et des trombes d'eau. Tout le monde a dû s'échapper pour se mettre à l'abri. Nous, on s'est enfermés dans la voiture. En un quart d'heure, la moitié du camp a été détruit. Tout a été inondé. La moitié des tentes a été détruite. Là, on a vraiment éclaté en sanglots. C'était incroyable. Mais tu sais, à peine la pluie s'est arrêtée, les enfants ont commencé à apparaître ici et là comme des champignons, comme tout plein de petits champignons, et ils voulaient jouer. Pour eux, cette pluie, tout ça, c'était rien du tout. À peine rentré de Grèce, le petit groupe de clowns italiens n'a pas encore défini sa prochaine expédition. L'Euro 2016, le championnat d'Europe de football avec ce coup d'envoi donné vendredi soir avec le match d'ouverture France-Roumanie. L'ambiance dans le stade risque d'être explosive puisque de nombreux supporters roumains, les célèbres ultras, sont attendus dans les tribunes. Mais qui sont-ils vraiment ? Julia Burke a suivi l'un de ces ultras du Dynamo de Bucarest lors de la demi-finale de la Coupe de Roumanie. Nous sommes aux arènes nationales. Le match est extrêmement important pour nous. Il faut qu'on gagne, qu'on fasse match nul pour se qualifier. L'ambiance va être incendiaire.
Pour le moment, c'est calme, le temps qu'on passe les contrôles, mais après ça, ça va être le chaos. Catalin Zarian n'a pas menti. Les ultras du Dynamo de Bucarest sont réputés être les supporters roumains les plus créatifs. Pour chaque match, ils inventent de spectaculaires tifos. Ces animations visuelles faites à partir de feuilles colorées, de drapeaux ou d'étendards souvent blancs et rouges aux couleurs du Dynamo. Et l'hymne qui glorifie leur équipe recouvre sans cesse la rumeur de la foule. Dans de nombreux pays du bloc de l'Est, le Dynamo était à l'origine le club de la police car il avait été créé à l'initiative du ministère de l'Intérieur à la fin des années 40. Tandis que son éternel rival, le Steaua, fondé par le ministère de la Défense, était le club de l'armée. Bien souvent, la passion pour l'une de ces deux équipes se transmet de père en fils. Pas pour Catalin, dont le père était supporter du Steaua de Bucarest. Le Dynamo pour Catalin, c'est plutôt une histoire d'amitié nouée avec des jeunes de son quartier. Dans les années 90, les ultras étaient constitués en groupes correspondant aux différents quartiers populaires. Notre groupe s'appelait la brigade Pantlimon, là où j'habite encore. On était tous très liés. Depuis tout petit, on traînait devant les immeubles, on passait beaucoup de temps tous ensemble. On allait au match ensemble. On était ultra 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En fait, ça a toujours été comme une deuxième famille pour moi, même si aujourd'hui, on a arrêté de traîner dans le quartier. Ce jeune homme de 33 ans qui est cadre au sein d'une compagnie spécialisée dans le transport international a maintenant moins de temps pour se consacrer à sa passion, surtout depuis qu'il est devenu père de famille. Ces dernières années, le milieu du football a aussi beaucoup changé en Roumanie, ce qui a déçu de nombreux ultras, comme l'explique Catalin. De notre point de vue, le football a régressé. En fait, nous sommes contre le football moderne, c'est-à-dire le fait que les clubs aient été privatisés, que ce soit des patrons privés qui les aient repris alors qu'ils n'y connaissent rien. Avant, les policiers et les gendarmes nous laissaient tranquilles. On avait le droit d'avoir des fumigènes, ou même si c'était interdit, on pouvait rentrer plus facilement avec dans le stade qu'aujourd'hui. Il y avait plus de gens qui venaient au match. Bref, c'était une période super. Ces derniers mois, Catalin a dû déserter les stades de foot touchés par un cancer de la peau. Mais les ultras du Dynamo ont organisé une collecte pour l'aider à payer les dizaines de milliers d'euros pour se faire soigner à l'étranger. Et cela, grâce à la vente aux enchères de maillots de footballeurs célèbres de leur équipe. Pour l'anthropologue Dinu Gutsu, qui a étudié pendant 7 ans les ultras du Dynamo, ce type de communauté est caractéristique de la transition post-communiste. Les groupes d'ultras sont comme des réseaux communautaires qui leur permettent de survivre. Lorsqu'on a un État qui est détruit ou inefficace, ces communautés offrent une forme de solidarité et d'assurance. Je me réfère au cas de Catalin, pour lequel 42 000 euros ont été collectés sans l'aide des institutions, mais plutôt avec le soutien de la communauté dont il fait partie. C'est assez spécifique de la transition entre le socialisme et le capitalisme, et on le retrouve dans toute la région des Balkans. Les ultras roumains forment donc des groupes assez complexes et fermés, dont le grand public peine à se faire une image juste. Si les échauffourées avec les forces de l'ordre, mais aussi avec d'autres supporters existent bel et bien, ils savent aussi faire la paix pour défendre des causes plus nobles. Ainsi, en 2012, les ultras des 3 clubs rivaux de Bucarest avaient manifesté ensemble contre les mesures d'austérité drastiques prises par le gouvernement de l'époque. Et cela avait été une première.
Dans sa thèse, Dino Goutsou a décrypté ce phénomène. Depuis une dizaine d'années, que ce soit en Grèce, en Pologne ou à Istanbul, beaucoup d'ultras ont pris part à des manifestations. D'abord parce que la violence dans le stade peut facilement se transformer en une violence de type politique. Après parce qu'ils ont cette expérience de confrontation avec l'État et les forces de l'ordre. Mais aussi car ce sont des citoyens et qu'au sein de leur groupe, ils discutent beaucoup de politique et sont très démocratiques. Finalement, l'intervention assez violente des ultras dans ce mouvement social lui avait donné une certaine force, celle de l'avoir médiatisé, mais aussi d'avoir provoqué la chute du Premier ministre. Ces dernières années, les matchs ont rarement dérapé. Pourtant, cette violence continue d'être montrée du doigt dans les médias. Une situation dénoncée par Cataline. Si on chante et qu'on met un peu d'animation, ça va encore. Mais s'il se passe un incident avec la police, les ultras ont toujours tort. À cause de la presse, tout le pays a une mauvaise image de nous. Mais en fait, nous sommes juste des hommes comme les autres. Nous avons cette passion pour une équipe de football, mais à part ça, on vit les mêmes drames et les mêmes bonheurs que n'importe quel Roumain dans ce pays. Peu importe les transformations de la société roumaine, les ultras continueront de prendre la parole dans les stades ou dans la rue. Conséquence des attentats terroristes et de l'insécurité qui règnent en Afrique du Nord, en Égypte et en Turquie, de nombreux Français et francophones modifient leur destination de vacances et explorent de nouveaux pays. C'est le cas pour l'archipel espagnol des Canaries qui a vu le nombre de touristes francophones exploser en 5 ans avec 150% de plus en 2014 puis 45% de plus en 2015. C'est à l'intention des touristes résidant sur l'une des 7 îles, Grande Canarie, que le français Pierre Salducci a créé un site internet il y a 2 ans, ici grandecanaria.com, un média qui répond à un réel besoin, m'a-t-il expliqué lors d'une rencontre sur l'île. Ça fait longtemps que j'habite ici et j'avais remarqué dès le début, je travaillais dans le tourisme, que les Français et les francophones étaient complètement perdus ici. Parce que l'information ici est pas vraiment disponible en français. Comme il y a une tradition de tourisme anglais, allemand et aussi scandinave, le français c'est pas la langue qui prédominait. Et les gens étaient vraiment en manque d'information. Ils en cherchaient pour toutes sortes de choses, autant une information touristique que pratique, où aller, où dormir, où manger, et aussi une information sur l'île. Sinon ils arrivent et ils se mettent au bord de la mer, ils restent sur la plage et ils savent même pas où ils sont venus. Alors qu'ici, il y a énormément de choses à voir. Vous savez, ici, on appelle ça le continent miniature. Parce que d'un endroit à l'autre, la géographie change très vite. Il y a toutes sortes de modes de vie différents. Il y a des gens qui sont au soleil toute l'année ici. Il y en a d'autres qui ont froid, qui sont à 2000 mètres d'altitude. Il y en a qui sont dans des villes énormes. Il y en a qui sont dans des tout petits villages. Alors, il y a une énorme diversité. Donc, c'est autant pour guider les gens que pour les informer. C'est un site d'information générale. Ça parle de tout. De la politique, de l'histoire, de la géographie, de l'économie, de tous les sujets d'actualité pour que les gens aient vraiment conscience de où ils sont exactement. Quels sont les articles qui font le plus de clics ? Les gens aiment beaucoup ce qui touche à la nourriture, ce qui touche à l'histoire, à la culture. Souvent, les gens sont surpris quand ils apprennent tout ce qui s'est passé ici avec les premiers habitants de l'île, les Guanches, les batailles avec la présence espagnole. Au tourisme vert aussi, tout ce qui est rural, agricole. Et les hôtels. Les gens adorent les hôtels aussi. Et les avions, ce qui touche aux avions. Voilà. Chaque article a des milliers de lecteurs quand même. Pierre Salducci du site ici-grandecanaria.com. Françoise Grelot a mis en onde et réalisé cette émission. On se retrouve demain dès 17h40 temps universel. Accent d'Europe à retrouver sur RFI.fr à la page émission.